Moi, je suis Michel Deja, je suis chercheur dans cet institut. On est heureux de vous accueillir pour que, donc on va voyager ensemble, voyager mentalement ensemble. Et donc, cette journée elle est organisée par un groupe de chercheurs multidisciplinaires qui s'intéressent à la conscience, à l'attention et à la représentation mentale. Et donc, ces chercheurs viennent de l'Institut de neurosciences, de l'Institut de philosophie de Grenoble, du laboratoire de psychologie et de neurocognition de Grenoble, le TIMC à Grenoble, l'ENS de Lyon, et puis des collègues chercheurs et médecins au CHU de Grenoble et de Saint-Étienne. Et cette journée, elle est sponsorisée par l'Institut Rhône-Alpin des systèmes complexes, ce qui nous permet de vous offrir un repas tout à l'heure. Alors, avant de démarrer, de voyager mentalement ensemble, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'on entend par voyage et par voyage mental. Alors, si on regarde ce que nous dit Claude Lévi-Strauss, donc philosophe, ethnologue, dès le démarrage de Triste Tropique, donc son premier ouvrage sur son étude de terrain chez les Borobos du Mato Grosso au Brésil, il nous dit « Je hais les voyages et les explorateurs ». Donc ça cadre bien les choses. Et pourquoi il dit ça? Il dit ça parce qu'en fait, il s'oppose au récit de voyage des explorateurs qui mettent en évidence les difficultés de voyager, les embûches, etc. Alors que pour Claude Lévi-Strauss, on doit voyager, mais pour en tirer des connaissances. Pour lui, les structures des peuplades rencontrées, et puis en tirer des aspects génériques de tout ça. Si on s'intéresse à des romanciers, par exemple, si on prend Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit, le voyage, pour les Céliniens, c'est la même chose. Dès le début de l'ouvrage, Céline nous dit ceci, voyager c'est bien utile, ça fait travailler l'imagination, tout le reste n'est que déception et fatigue. Notre voyage à nous est entièrement imaginaire, voilà sa force. Et puis d'abord, tout le monde peut en faire autant, il suffit de fermer les yeux. Donc le voyage comme source de connaissances, et puis comme source imaginative, travailler l'imagination. Si on s'intéresse à un autre romancier, Paul Auster, américain, dans son roman 4-3-2-1, il nous raconte les péripéties de Archibald Ferguson. Alors il y a une petite modification dans sa vie qui fait qu'il vit 4 scénarios différents. Et donc Archie nous dit « J'ai assez de souvenirs pour savoir que le monde qui m'entoure est façonné par celui que je porte en moi, tout comme l'expérience que chacun avait du monde est fasciné par ses souvenirs personnels. Et ce qui fait que si tous les gens sont liés par un espace commun qu'ils partagent, leurs voyages à travers le temps sont tous différents. Et ça signifie que tout le monde vit dans un monde un petit peu différent de l'autre. Donc ici, le voyage, c'est lié au souvenir, à la remémorisation, et puis à la subjectivité. Alors si on revient encore sur un ethnologue, Charles Stepanov, donc un expert du chamanisme, et notamment du chamanisme mongol, et qui était coincé par le Covid dans son département de l'Eure, donc il ne pouvait plus voyager, alors il s'est intéressé aux chasseurs de l'Eure, et donc là, il nous parle d'un voyage empathique. La grande partie du plaisir singulier de la chasse réside dans l'opération mentale de la quête, un voyage dans la tête des chiens et des animaux sauvages. On se met à la place de l'animal pour savoir comment craquer. Et si on va plus loin, puisque c'est son expertise, si on s'intéresse aux peuplades des chasseurs-cueilleurs, bien ça va plus loin parce que dans le rêve, le chasseur fait connaissance avec les âmes des animaux. Et il noue avec elles des liens d'amitié, d'échange et d'initiation. Les animaux transmettent des pouvoirs. Donc là, c'est un voyage qui est empathique. On se met à la place de l'autre. Et puis le voyage, c'est aussi se remémorer son passé pour voir les fautes qu'on a faites, les erreurs où tout s'est bien passé, puis se projeter dans le futur. Et vous vous souvenez de cette fameuse Perrette, sur sa tête ayant un potelet bien posé sur un coussinet, qui s'attendait à arriver sans encombre à la vie. Légère et convertue, elle est à grands pas, ayant mis ce jour-là pour être plus agile, cotillon sain et souliers plats. Notre laitière, ainsi troussée, comptait déjà dans sa pensée tout le prix de son lait, en employait l'argent, achetait un sang d'œuf, faisait triple couvée. La chose allait bien par son soin diligent. Il m'a dit, c'était facile d'élever des poulets autour de ma maison, le renard sera bien habile, etc. Et vous vous souvenez qu'à la fin, emporté dans son transport mental, son voyage mental, patatac, tout tombe à l'eau. Mais donc elle s'est projetée dans le futur pour voir quelles actions elle allait faire.
on peut aussi voyager plus poétiquement. Donc pour ceux qui sont amateurs de bande dessinée, vous vous souvenez du voyage de Philémon sur les lettres de l'océan Atlantique telles qu'elles sont écrites sur les cartes de géographie. Et à chaque lettre, un monde différent, des entités, des êtres différents à rencontrer. Et plus récemment, Marc-Antoine Mathieu nous raconte les aventures de Julius Corentin Archéfac, qui est dans un univers kafkaïen, ou surpeuplé, où il est obligé de sous-louer son 1,5 pièce, sa chambre, la journée, son placard. Et donc, pour s'évader de ça, il rêve. Le problème, c'est que, comme lui dit le professeur ici, il est très important de distinguer rêve de réalité. Car si les deux se mélangent, ça devient problématique. Et quand on rêve qu'on rêve, un rêve au carré, là on tombe dans un univers particulier de rêvalité, où on confond les choses, et évidemment ça va être les aventures de ce Julius Corentin qui va se perdre entre rêve et réalité. Et ça c'est intéressant pour le neuroscientifique parce que si vraiment on se souvient, avec une hypermnésie, de tous les détails d'une scène qu'on a vécue, comment distinguer cette scène de la réalité? Et en fait, on peut essayer d'étudier le fait que remémorer des souvenirs, ce n'est pas une copie exacte de la réalité, et qu'on peut en faire la différence. Et on a des outils en neurosciences qui permettent d'imager les circuits qui sont activés dans certaines situations. Donc ici, vous avez deux hémisphères cérébraux qui sont vus par-dessous, puis un petit peu déformés pour qu'on voit bien les activations. Et vous voyez, on est capable, de façon non invasive, de voir les zones qui sont impliquées lorsqu'on reconnaît des visages. On peut aussi demander à la personne qui est dans le scanner, IRM, de faire une tâche de mémorisation. On associe des mots à des visages. Johnny Hallyday, scooter, plutôt que Harley Davidson, c'est plus difficile. Et donc on va mémoriser des mots et des visages, puis ensuite on va demander à l'individu de réassocier, de se rappeler de ça, on lui montre soit le mot, soit le visage, et il imagine le complément. Et vous voyez tout de suite que les zones activées ne sont pas les mêmes. C'est les mêmes niveaux de seuil, hein, les choses ne sont pas les mêmes, et ce qui permet de voir que faire une tâche de mémorisation et se rappeler les choses, ça, c'est beaucoup plus, ça demande beaucoup plus d'activation ici que là. Et ici, on a un encodage qui est plus parcimonieux, hein, qui est plus compressé. Alors, au final, ce qu'on peut dire du voyage mental, c'est que c'est un voyage sans déplacement physique, donc carbone free, hein, sauf qu'il faut quand même avoir oxygène et glucose pour faire fonctionner la machine neuronale, hein. Source de connaissances introspective, subjective, empathique, source d'exploration créative. Si je fais ceci, si j'avais fait cela, repose sur la mémoire, et c'est pas quelque chose d'hallucinatoire. On ne confond pas la réalité et ce rêve, cette projection, ce voyage mental. Alors, on peut rassembler ça sur ce diagramme. Ici, on a en axe des X, les contraintes que l'on fixe sur notre voyage mental, nous-mêmes. Puis ici, les contraintes qui nous sont imposées. Donc ici, dans le rêve, on met peu de contraintes, où il y a peut-être des contraintes inconscientes qu'on ne contrôle pas. Et puis vous voyez, on peut se déplacer là-dedans, on peut vagabonder tout en contrôlant sa pensée, ou comme Perrette, faire une pensée très contrôlée, elle vise à avoir des poulets et à gagner de l'argent. Et puis ici, on a des contraintes imposées, et par exemple, sur des aspects plus traumatiques, et bien d'avoir des images qui reviennent et dont on aimerait se débarrasser. On ne contrôle pas, c'est une pensée obsessionnelle. On peut aussi jouer là-dessus. Comment on peut renforcer, on imagine, sa créativité. Alors, évidemment, il y a différents moyens. Prendre des drogues, ça, personne ne voit bien ce que c'est dans cette salle de quoi il s'agit, mais on peut provoquer le voyage avec des drogues. Des créations artistiques, évidemment, le cinéma, vous emportez, si c'est bien fait, le roman, des morceaux de musique, enfin toute création artistique. Et puis aussi, on peut forcer ces événements, ces états par la méditation. Et c'est notamment ce que propose David Lynch, donc cinéaste, musicien, peintre. Et pour David Lynch, il décrit bien dans ce livre Catching the Big Fish, les idées, c'est comme des poissons. Donc, si vous avez des idées, des petites idées, elles sont en surface, c'est facile de les attraper. Mais si on veut des idées profondes, fortes, des grosses idées, des gros poissons, et là, il faut utiliser d'autres méthodes, et lui, il propose la méditation.
et donc qui fait qu'on a des flots d'idées qui viennent comme une danse improvisée, et ce qui reflète vraiment votre moi. Et pour ceux qui sont familiers avec le travail de David Lynch, dans ces deux films, par exemple, Inland Empire ou Mulholland Drive, les comédiens qui jouent les films, en fait, dans le film, eh bien, ils se perdent entre leur jeu, et évidemment le spectateur, leur jeu qu'ils sont en train de faire dans les pièces, dans le film, et la réalité, ce qu'ils vivent en réalité. C'est ce mélange entre rêve et... Alors nous, les questions qu'on va se poser avec vous aujourd'hui, c'est quel est le support neuronal qui maintient, qui supporte ce voyage mental, comment on peut l'étudier, le modéliser, comment on peut le provoquer, on ne prendra pas de drogue, je crois, aujourd'hui, le faciliter, quel type de connaissances on va attraper de tout ça, et est-ce que ça, c'est toujours créatif, ou est-ce qu'au contraire, ça peut entraîner des dysfonctionnements et des pathologies. Et pour ce faire, eh bien, on va avoir différents orateurs qui vont se succéder. On va commencer par s'intéresser aux corrélats neuronaux, d'abord avec Chantal Delon-Martin, Eugene, puis Manik Bhattacharjee, Étienne Hugues. Ensuite, on voyagera dans le temps avec Yves Goldberg et Karine Pernet-Dallet. On fera une petite pause. Et puis ensuite, on a la chance d'avoir Arnaud d'Argencourt qui vient de Liège, conférence invitée, qui nous fera voyager mentalement dans le temps. Et puis ensuite, nous aurons Denis Perrin, qui nous parlera aussi du voyage mental dans le temps. Une petite séance de méditation après, et le déjeuner ensuite. On s'intéressera à des aspects plus de déficit, comparés normal et pathologique, avec une conférence invitée, Nicolas Georgiev, qui nous vient de Lyon. Nos deux collègues, chercheurs et médecins, vont nous parler des personnes qui sont privées de voyage ou qui sont dans le coma. Et enfin, dernière session, on s'intéressera aux mouvements oculaires et aux voyages mentaux qui sont liés à ça. Encore une petite méditation. Et puis ensuite, est-ce qu'on peut rêver avec les machines? Est-ce que les machines rêvent? Et puis on discutera avec vous autour de tout ça. Voilà, et ensuite, pour ceux qui veulent, il y aura une petite discussion qu'on pourra poursuivre, pouvoir regarder des films ensemble autour du voyagement. Voilà, je vous remercie de votre attention.